Bienvenue dans le deuxième épisode du chapitre noir. Le chapitre noir ? Ah, ce nom te dit quelque chose ? C'est un document secret. En fait, il est conservé dans les archives du monde des esprits. Les hommes ont perpétré un nombre incalculable de crimes au cours de l'histoire. Des meurtres sanguinaires aux plus atroces des tortures. Tout y est soigneusement compilé. 10 000 heures de programme. Haran, torikomu. Minna wa shiranai. Jurei no aji. 吐砂物を処理した雑巾も丸飲みしているような。腹、取り込む。 L'arc Trésor caché, mort prématurée, est le 5e arc du manga de l'auteur Akutami, Jujutsu Kaisen. Dans cet arc qui introduit le drame de Shibuya, l'auteur nous plonge dans les souvenirs d'un des personnages les plus emblématiques de son œuvre, en la personne de Gojo Satoru. Ce dernier semble en être la figure principale, mais c'est bien celui qui occupait autrefois une place importante à ses côtés, qui a fasciné les passionnés de l'œuvre, et évidemment, je n'y fais pas exception. J'ai découvert Jujutsu Kaisen à partir du tome 0. Dans ce tome sur lequel mon regard s'était posé un peu par hasard, le fil narratif de l'histoire nous montre un ghetto bien éloigné de l'individu que nous découvrons à travers les songes de Gojo. Et si l'histoire nous narre les origines de l'ex-étudiant du monde des sorciers, c'est bien sa chute et la manière dont elle s'effectue qui a retenu toute mon attention. Si la voix du héros dans les œuvres de fiction est en général bien connue, ici, nous pénétrons dans un territoire des plus captivants, celui du parcours d'un vilain qui nous montre l'évolution d'une personne à la morale autrefois vertueuse et en apparence bienveillante, qui s'est laissée happer par l'écho d'une haine des plus viscérales envers toute une partie de la famille humaine. Toutefois, bien que ces nouveaux dessins soient par logique intolérables, je ne peux m'empêcher de voir en Geto quelque chose que nous sommes tous capables de percevoir. En suivant cet individu à travers les implications de sa lutte intérieure, les contradictions de son monde et ses propres illusions, plongeons dans l'esprit de celui que les exorcistes surnommaient le pire de tous les maîtres des fléaux. Satoru, yoimono ijime wa yoku nai yo. Avant d'entrer dans les détails, prenons le temps d'observer les contours de cet individu. Le ghetto des souvenirs de Gojo est un exorciste particulièrement talentueux. À vrai dire, il est avec lui considéré comme l'un des combattants les plus puissants parmi les étudiants du monde des sorciers. Sa capacité à manipuler et absorber les fléaux, ces êtres spirituels invisibles au commun des mortels, représente un immense atout dans un monde qui tente à tout prix de canaliser l'impact de ses esprits malades. Respectueux de sa hiérarchie, sa personnalité, bien que quelquefois insolente, reste celle d'un individu mature et ordonné. Il est confiant et fidèle à ses principes, chose que l'on remarque plusieurs fois dans ces petits moments où ce dernier n'hésite pas à recadrer son fidèle compagnon lorsqu'il se laisse emporter par ses poussées d'arrogance. Dans son milieu, Geto est d'ailleurs considéré par ses camarades comme un modèle à suivre. Et évidemment, ce qui se construit généralement au sein d'un groupe qui se côtoie dans un cercle aussi restreint que celui des exorcistes, les liens du collectif se créent tout naturellement. Geto ne cache pas l'appréciation et le profond respect qu'il témoigne envers ses amis exorcistes. Toutefois, il faut savoir que l'environnement dans lequel évolue Geto est entièrement régi par les dogmes de la société des sorciers. Ce dogme, c'est un discours que Geto a dû assimiler depuis ses débuts. En tout cas, bien plus que celui qu'il considère comme son ami le plus proche. Afin de comprendre ce dogme en question, il faut savoir que pour le monde des exorcistes, l'exorcisme dans ses fondements tient à un seul objectif: protéger les humains de la menace que représentent les fléaux. Tengen, être immortel qui établit l'éthique et la morale de ses défenseurs de l'humanité, partait probablement d'un simple constat, quand il structure le code de conduite des sorciers. Après tout, les exorcistes sont une minorité extrêmement puissante. C'est un groupe d'individus dotés d'un degré de conscience spirituelle tel qu'il serait dangereux de laisser ces individus
circuler sans encadrement. Plus grand est le pouvoir, plus grande est la responsabilité. En résumé, la Société des sorciers, par son discours providentiel, se donne le rôle de protecteur bienveillant, en garantissant un climat de paix à la population, à travers l'intervention de ses fidèles soldats. Geto est le fidèle représentant de cette vision du monde. Comme je l'ai mentionné précédemment, son éthique et sa morale sont complètement régies par la société dans laquelle il évolue. Il est le bras de l'idéologie de sa caste. Et comme tout homme de haute responsabilité, il se doit d'utiliser son pouvoir afin de protéger les faibles de la société. Il est même très conscient de ce principe. Néanmoins, il reste un aspect tout du moins condescendant qui dérive de sa pensée. Cette attitude qui se veut bienveillante, quand on l'observe sous un angle, laisse par moments entrevoir un léger complexe de supériorité implicite. Un sentiment presque imperceptible pour certains, mais qui tente à estimer les non-exorcistes, non pas par leur force d'âme, mais par leur faiblesse. On tient peut-être ici le paradoxe majeur de cette société que représente si bien l'exorciste Suguru Geto. Satoru, 弱い者いじめは良くないよ。強いやついじめるバカがどこにいんだよ。君の方がナチュラルに煽っているよ、ゲト君。La position du fort envers le faible est une relation qui occupe une place prépondérante dans l'esprit de Geto comme de Gojo. Elle va bien au-delà de l'œuvre, puisqu'on peut dire que c'est une thématique débattue depuis toujours chez certains penseurs. Pour exemple, on retrouve cette dichotomie entre le fort et le faible dans un ouvrage nommé Crépuscule des idoles d'un philosophe allemand du nom de Friedrich Nietzsche, qui, dans les grandes lignes, pensait que les arguments n'étaient qu'un moyen pour les faibles de justifier leur échec, car selon sa pensée, lorsque l'on fait partie des forts, on ne se justifie pas. On agit tout simplement parce qu'on le peut. Cette vision du pouvoir, évidemment, ne laisse que peu d'espace à l'argumentation. On peut également citer le dialogue entre Calliclès et Socrate dans le Gorgias de Platon. Calliclès représente une vision du monde basée sur la loi du plus fort. S'imposer à autrui lorsque l'on possède les moyens de le faire n'est qu'un prolongement du droit le plus naturel qui soit. Un non-sens pour Socrate, car selon lui la force n'est rien sans la vertu. Protéger les plus démunis relève de la responsabilité de chacun. Dans ces deux pensées, on retrouve un rouage essentiel de ce mécanisme de la puissance qu'on identifie chez ces personnages ainsi que dans le fil de l'histoire. À vrai dire, relier ces exemples à l'œuvre souligne davantage la nature des rapports entre Gojo et Geto. Deux individus, se considérant comme faisant partie des forts, loin de partager la même signification quant à cette position. Pour Gojo, protéger les faibles est une corvée, ni plus ni moins. Devoir se soucier des faits et gestes des faibles, quand on est le plus puissant des exorcistes, lui cause plus de frustration que de satisfaction. De plus, Gojo ne se targue pas de prétentions héroïques dans sa démarche. Oui, son attitude est clairement arrogante, mais cela ne l'a jamais empêché de mener à bien ses missions. Cependant, lorsqu'on se penche sur Geto, c'est un point de vue bien différent. 弱者生存、それがあるべき社会の姿さ。弱きを助け、強きをくじく。Cet argument moral est le point de discordance entre les deux protagonistes. Dans la même veine que Socrate, Geto considère que la force doit être guidée par la vertu. Et la vertu, c'est ce qui implique le bien-être de toute une société. Cette morale tient une place centrale chez Geto, ce qui n'est clairement pas le cas pour Gojo. 俺、正論嫌いなんだよね。何？力に理由とか責任を乗っけんのはさ、それこそ弱者がやること。D'ailleurs, cette scène s'éloigne des cases du manga. Là où dans le format papier, cet échange entre les deux compères se déroulait parmi les quatre murs d'une salle fermée, dans la version animée, l'échange est en mouvement constant. Les deux se renvoyant la balle, avec le panier symbolisant, selon moi, leur lucidité intérieure. Et c'est là qu'une brèche commence à se dessiner. Si le véritable but de cet échange était de nous représenter la lutte entre les deux pensées, il n'est pas tiré par les cheveux de dire que ce que disait Geto à ce moment. 理解悟る。呪術は非術師を守るためにある。
それ正論？俺正論嫌いなんだよね。 était peut-être une preuve de désaveu. L'autrice américaine nommée Wayland disait que pour caractériser le déclin d'un personnage, tout peut être mis à disposition afin de symboliser une contradiction dans la morale de l'individu. Cela peut être un regard, un geste. Dans ce cas, ce panier manqué aurait-il pu d'ores et déjà traduire d'un conflit intérieur dissimulé derrière de belles paroles? L'attitude de bon samaritain que pouvait exprimer quelquefois Geto était peut-être un moyen inconscient de cacher son mépris par de la bienveillance de surface. Vue sous cet angle-là, la morale de Geto se saisit d'un nouveau masque, et la suite des événements ne fera que le confirmer. Se mentir à soi-même est plus profondément enraciné que mentir aux autres. Protéger les faibles était un rôle que Geto tenait à remplir jusqu'au bout. Je pense personnellement qu'il était sincère. Il voulait être le héros qu'il pensait être, celui que les gens admirent. Mais cette volonté était depuis le début teintée d'un soupçon d'orgueil. Ce que répondait Mei à Geto dans cette scène était assez prémonitoire. 君の方がナチュラルに煽っているよ、ゲト君。 Sans le savoir à ce moment de l'histoire, Geto retire tout aspect d'autodétermination, je dirais même de dignité aux humains. L'attitude paternaliste qu'il dissimule le conduit à infantiliser inconsciemment les personnes qu'il protège en se positionnant comme un héros prétentieux au-dessus de la plèbe. Quel que soit le contexte, aucune personne n'apprécie de se voir dépossédée de sa volonté à agir dans le monde. Faire cela, c'est couver l'humain comme si ce dernier n'avait pas les capacités d'œuvrer pour sa propre survie. Et l'infantilisation peut prendre des airs de mépris déguisés en compassion. Cet étiquetage du faible est une marque de la fragilité des valeureux principes de Geto. Pour sa défense, on peut dire que oui, seuls les exorcistes sont capables de combattre les fléaux, car seule cette minorité d'humains détient le pouvoir de voir l'invisible. Ils ont un regard sur l'au-delà que les non-exorcistes prennent à la limite pour fiction. Placés dans le contexte du monde occulte, il ne viendrait à personne de concevoir qu'un simple humain puisse rivaliser à armes égales face aux ravages d'un fléau. Protéger les personnes à risque reste l'option la plus réaliste. Néanmoins, vous l'aurez compris maintenant, c'est d'étiqueter les non-exorcistes comme intrinsèquement faibles qui pose problème. La faiblesse, qu'on le veuille ou non, fait partie de la nature humaine. Chaque individu porte en lui un certain degré de vulnérabilité, et ce n'est absolument pas ce qui nous définit, car pour chaque faiblesse se trouve une force correspondante. Voyez donc à quel point il serait réducteur de définir l'humanité qu'à travers ses faiblesses. Pourtant, c'est ce que Geto fait, tout comme le monde des exorcistes. Et nous le verrons avec Yuki Tsukumo, les choses auraient pu être envisagées sous un angle plus large. Entre-temps, que se passe-t-il dans l'esprit d'un homme qui se ment à lui-même quand la graine du mensonge commence à germer? Qu'arrive-t-il quand, pendant toute une vie, la morale d'un individu se fondait en vérité sur des piliers parsemés de fissures? Rien n'est plus difficile à démêler que les chaînes de l'illusion. Et quand elles se brisent, naît le ressentiment. « 私が見たものは何も珍しくない。周知の醜悪。知った上で私は術師として人々を救う選択をしてきたはずだ。」 En acceptant la mission du réceptacle de Tengen, Gojo, mais surtout Geto, ne se doutaient pas que cette aventure scellerait définitivement leur destin. Le monde de Geto était jusqu'à cette mission en cohésion avec sa personne. Il n'avait aucune raison de le questionner jusqu'à là, mais ce monde était en vérité le symbole d'un mensonge qu'il ne pourrait bientôt plus renier. Escorter la jeune fille, élue réceptacle d'un être immortel, était déjà un triste fardeau à porter. Malgré tout, cette mission ne fit que mettre en lumière les principes en quoi Geto croyait fermement. Encore une personne destinée à sacrifier sa vie pour la protection des plus faibles. C'est un mal pour un bien, quand on veut servir les intérêts du plus grand nombre. Il n'est pas difficile à percevoir qu'imposer la responsabilité
de tout un monde sur les épaules d'une personne aussi jeune se fait souvent à l'encontre des véritables désirs de la concernée, même lorsque cette dernière fait mine de ne pas laisser sa peine transparaître. Passer du temps à protéger la jeune fille de ses fanatiques religieux a naturellement éveillé l'instinct protecteur des deux hommes. La compassion qu'ils ressentaient tous les deux pour elle était plus qu'évidente. Après tout, en tant qu'exorciste, ils devaient sûrement entendre les pleurs intérieurs de Rico. Comprendre cette peine d'avoir son autonomie retirée, ses désirs révoqués, afin d'éviter que le monde ne bascule dans le néant. Avant même de déceler le doute dans les yeux de Rico, le binôme s'était préparé à l'éventualité que la jeune fille choisisse au final de renoncer à sa destinée. Cette seule possibilité émise par les deux compères est pour moi le premier signe d'un ghetto prêt à désobéir aux ordres de sa hiérarchie. Désobéir pour protéger un être cher malgré ses convictions était certainement une des dernières traces de l'empathie de Ghetto. Malheureusement, une fois leur destination atteinte, voilà qu'un instant de relâchement vient perturber l'esprit du groupe. La lame se frayant un chemin à travers le corps de Gojo laisse Ghetto complètement figé sur place. Ces moments de quiétude et de sérénité annonçaient insidieusement le calme avant la tempête. Pourtant, c'est grâce à la profonde confiance en son ami qu'il regagne ses esprits et continue sa mission. Dans un silence aux allures de dernier voyage, la pauvre Rico, enfin face à l'inévitable, sent l'incertitude gagner son esprit. C'est souvent au dernier moment que l'on se rend compte des choses qui nous retiennent sur cette terre. Mais heureusement pour la jeune fille, Ghetto lui offre l'opportunité d'abandonner sa destinée et de vivre selon ses propres désirs. Ainsi, devant les sanglots de Rico et dans un élan de compassion, le prélude du déclin de Ghetto finit par s'enclencher et... L'événement tragique de la mort de Rico par les mains de Toji bouleverse profondément la psyché de Ghetto. En un coup de feu, ces deux certitudes venaient de voler en éclats. D'une part, l'impensable s'était produit. Un homme avait réussi à battre celui que le monde pensait invincible. Et de l'autre, c'est la confiance aveugle en leur capacité qui se retrouve portée à défaut. La conviction de pouvoir protéger le destin d'une jeune innocente, brisée à jamais par les mains d'un homme qui méprisait les exorcistes. Sans avoir connaissance de la survie de Gojo, le monde de Ghetto s'écroule tout autour de lui. Et quand Gojo s'élève au plus haut cieux, dans la rouge obscurité, le soleil sombre dans le néant pour Ghetto. Quand il rejoint finalement Gojo, Ghetto fait face à son reflet empourpré. Il marque un temps d'arrêt avant d'observer le théâtre d'une scène morbide. Il devait sûrement penser vivre un cauchemar éveillé, un mauvais rêve bordé par les applaudissements d'un groupe d'illuminés. Mais l'horreur était bien réelle, aussi réelle que l'homme qu'il pensait auparavant vaincu qui se dirige droit vers lui, portant le cadavre enveloppé de Rico. Pour ne rien arranger, une lueur étrange enveloppait désormais les pupilles du revenant. Il n'était plus le même. Son esprit perturbé par ces vulgaires fracas des mains, Ghetto jette un nouveau regard à cette effroyable réalité, qui s'expose à lui avec obstination. C'est alors que le bourdonnement de la salle s'estompe et que Gojo laisse tomber ses mots. Le regard de Ghetto se fait fuyant, balayant le sol avec insistance. À ce moment, l'obscurité qu'il cherchait tant à étouffer au plus profond de son être commençait probablement à lui dévorer les entrailles. Faudrait-il vraiment franchir cet interdit? Il a toujours réagi ainsi, de façon mécanique, absorbé
exorciser, des actes toujours pourvus d'un objectif précis, d'une morale, protéger les faibles. Dans ce cas, à quoi servirait de tuer ces personnes? Cela serait trahir définitivement son éthique. 意味ね。それ、本当に必要か？ Seulement, il est probable que sans en avoir conscience, Gojo venait ici depuis la ligne entre la droiture et la pénombre rougeâtre de l'immoralité, d'insuffler un sinistre murmure dans l'esprit confus de Geto. Alors pour se rassurer, devant la reprise de ses battements des mains, Geto se raccroche à sa vertu avec détermination. 大事なことだ。特に術師にはな。 Néanmoins, sous ces acclamations, le gouffre du vice venait désormais de prendre place. Ils sont tous pareils. C'est la potence la plus cruelle que l'humanité ait jamais construite. Un an après les événements, la vie reprit son cours. Mais Geto semble déphasé. Un boulevard s'était creusé entre son ami et lui, laissant ce dernier au bord du précipice. Car oui, Gojo s'était éveillé. Il était devenu le plus puissant des exorcistes, la personnification du fort par excellence. Mais même porté par cette soudaine toute-puissance, il n'a pu s'apercevoir que pendant son ascension, son propre ami, lui, depuis ce jour, continuait de nager dans l'obscurité. すぐれ、ちょっと痩せた。大丈夫か？ただの夏バテさ。大丈夫。そうめん食いすぎた？ Je vois la solitude comme une lame à un seul tranchant. D'un côté, la solitude peut être une source de positivité. Nous avons tous besoin de ces moments pour nous ressourcer. Le but n'est pas de couper les ponts avec le monde au point de l'ignorer, mais de pouvoir prendre de la hauteur et faire face à ses propres pensées pour son bien-être mental. Pourtant, le côté dangereux de ce sentiment de solitude, c'est l'isolation. Quand l'on se sent planer au-dessus de sa propre personne et que la réalité se dote d'un voile que le regard peine à traverser. C'est se sentir seul, même entouré de personnes. Alors la pensée se gorge d'énergie occulte et la rumination mentale devient une seconde nature. Dans ces moments, l'être et le fantôme finissent par retrouver la même couleur. Le pire que l'on puisse faire à une personne soudain aux prises des fléaux du mal-être, c'est de ne pas se montrer présent. Être seul dans ces moments-là revient à décrépir à petit feu. Alors, sans personne pour lui tendre la main, les valeurs de Geto s'effondrent et se joignent au ressentiment. Il avait dédié sa vie à protéger autrui, exorciser, absorber. Mais ce conflit intérieur remettait en doute la véracité de son serment. Si son combat n'était plus pour la protection des exorcistes, ni pour le bien d'autrui, alors, 誰のために？ quand le jet d'eau lui parcourt le corps, sa pensée se meurt pour laisser place au spectre de son traumatisme mental. Le bruit des gouttelettes se mêle aux échos de ses acclamations et la rancœur prend forme pour la première fois dans l'esprit de Geto. サルメ。 À partir de là, Geto n'est plus que l'ombre de lui-même. Son mal-être se voit de manière plus accentuée qu'auparavant. Il est comme plongé dans un coma éveillé. La brève interaction entre Aibara et Geto est un moment où ce dernier tente encore de se raccrocher à un idéal. Aibara est comme un rayon lumineux qui lui rappelle sa fougue disparue. Il lui demande comme face à son reflet. 灰原は呪術師やっていけそうか？辛くないか？自分はあまり物事を深く考えないたちなので、自分にできることを精一杯頑張るのは気持ちがいいです。そうか。そうだな。 Par cette question, il cherchait une bouée à laquelle s'accrocher, mais ses paroles après réflexion étaient empreintes de cette naïveté qu'il avait lui-même connue. C'est alors qu'apparaît devant Geto une figure catalytique représentée sous le nom de 特級術師つくもゆきって言えばわかるかな？ Cette dernière, malgré son haut niveau, est considérée comme une exorciste ratée. Elle ne respecte aucune règle et son statut dans la sphère des sorciers est celle d'une trouble-fête. Malgré tout,
C'est cette position non conventionnelle qui fait d'elle la personne parfaite, ou la pire dans ce cas précis, pour répondre aux questionnements de Geto. De sa pensée vient une réflexion sans précédent face aux contradictions du monde des exorcistes. Yuki a une vision pragmatique du monde occulte. Pour la paraphraser, son constat est que la société des exorcistes traite les symptômes plutôt que les maux. Les fléaux découlent de l'énergie négative produite par les non-exorcistes, qui se retrouvent matérialisés sous l'enveloppe de ces démons. Si, comme le disait auparavant Geto, la priorité est de ne pas perturber la stabilité mentale des non-exorcistes, il aurait peut-être fallu miser sur la sensibilisation. Éduquer les masses, de sorte à ce qu'ils puissent maîtriser leur état émotionnel, afin de ne plus souffrir des griefs de leurs propres démons. Le comble du monde des exorcistes, c'est qu'elles pensent bâtir ordre et sécurité dans une société où la population n'est pas consciente du mal qui lorgne au sein de leur quotidien, même le plus intime. Leur méthode est représentative du fameux rideau occulte que placent les exorcistes à chaque mission impliquant des fléaux. Apparemment, il est toujours mieux de cacher un problème plutôt que de l'expliquer. Le vœu de Yuki est donc un monde où l'émergence des fléaux serait rendue impossible. Maintenant, la vétérante propose 2 solutions à cette problématique. 1. 全人類から呪力をなくす 2. 全人類に呪力のコントロールを可能にさせる Si je ne fais pas erreur, Geto n'avait pas connaissance que les exorcistes ne produisent pas de fléaux. Cette nouvelle a donc particulièrement capté son attention. Si l'humanité se dotait des mêmes capacités que les exorcistes, les fléaux n'existeraient pas. Alors une 3e option parcourt l'esprit de Geto. じゃあ非術師を皆殺しにすればいいじゃないですか。 C'était la première fois qu'il exprimait de manière aussi formelle ce désir qu'il refoulait inconsciemment, ou non, dans les bas-fonds de son âme. Sorti de sa réflexion, il se rend vite compte de l'énormité d'un tel propos, mais sa confusion ne fait que se prolonger lorsque Yuki lui rétorque. ゲト君それはありだいやというか多分それが一番イージーだ非術師を間引き続け生存戦略として術師に適応してもらう Yuki n'avait sûrement pas idée du séisme qu'elle provoqua face à cet individu perturbé. Une nouvelle fois, le bruit des applaudissements se mêle dorénavant à la pluie qui s'abat. Sa conscience replongeait pendant ce court instant à cette voie qu'il avait refusé de prendre un an auparavant. Tout ce bouleversement moral pour en arriver à la conclusion qu'il redoutait depuis ce jour. À la question 非術師は嫌いかいゲト君わからないんです。 Geto exprime l'état de ce sentiment d'ambivalence, reflétant ce dilemme moral qui le torture depuis la mort de Riko. Imaginez-vous pendant toute une vie tenir fermement à un principe. Une lumière au bout du tunnel guide vos pas dans l'obscurité de ce monde. Cette lueur a conditionné votre équilibre émotionnel, votre intégrité. À chaque période de doute, cette lueur dans les ténèbres ne cessait de briller. Il en est de même pour Geto. Malgré son jeune âge, il était conscient de l'absurdité de certains comportements humains, mais il avait malgré tout choisi d'être exorciste afin de protéger les plus faibles. Exorciser, absorber, pourriez-vous envisager un instant, pouvoir goûter, ressentir dans votre chair et dans votre esprit l'énergie négative que projette un être humain quand son animalité prend le dessus sur sa raison. Entre constater l'existence du mal et ingurgiter son essence, il n'y a sûrement pas les mêmes conséquences. Les récents événements n'ont fait qu'amoindrir la lueur qui guidait autrefois les pas de Geto. Déteste-t-il les non-exorcistes? Se déteste-t-il de penser cela? La ligne qui séparait son désir de protéger les faibles et le mépris à leur encontre devient de plus en plus floue. En fait, peut-être qu'il le savait depuis le début. Il était conscient de son sentiment de supériorité envers les non-exorcistes, mais sa morale agissait comme un bouclier derrière lequel il cachait sa vraie nature. Quoi qu'il en soit, ces 2 sentiments opposés causent en lui un torrent de confusion. Après avoir erré dans l'obscurité, Geto se retrouve au carrefour de son destin. Ce moment où se confronte sa vraie nature
et la morale qu'il a toujours voulu préserver. Why do we fall? So that we can learn to pick ourselves up. Dans les arcs narratifs de nos héros, les instants fatidiques sont toujours suivis d'un moment de réaffirmation. Des moments où le héros, même face contre terre, tient à ressaisir avec fermeté la corde qui soutient son intégrité quand les forces du mal tentent de corrompre son âme. Pensez au Joker dans le film The Dark Knight, qui, durant tout le film, tentait de prouver à Batman qu'ils étaient les deux faces d'une même pièce. The madness, as you know, is like gravity. All it takes is a little push. Ou encore dans Full Metal Alchemist, où l'infâme Shaw Tucker voulait montrer à Edward qu'ils étaient faits du même bois. Dans ces deux cas, peu importe les offensives de l'ennemi, la progression du héros tend toujours vers le bien. C'est tout le contraire pour Geto, qui semble marqué par un malheur acharné. Même la mort de Rico, celle qui a traumatisé son existence, n'a eu au final aucune importance. Ah, そうだ。最後に星漿体のことは気にしなくていい。あの時もう一人別の星漿体がいたか、すでに新しい星漿体が生まれたのか。Sa trajectoire semble tendre du mal au pire, comme en apnée dans les abysses. À chaque fois qu'il rouvre son regard, il se rapproche dangereusement d'un gouffre de noirceur. 術師というマラソンゲーム。その果てにあるのが仲間の屍の山だとしたら。Alors, une fois confronté à une énième manifestation de cette laideur humaine qu'il a toujours connue, absorbé, exorcisé, encore et encore, devient indigeste. Sa conscience en réponse, même après ce long chemin sinueux, tente encore de se rattacher une dernière fois à son illusion. Mais pour lui, qui connaissait si bien le goût du mal, la bêtise irrationnelle d'une masse prête à exécuter des enfants finit de briser celui qui luttait contre sa haine. Ainsi, voilà qu'il laisse disparaître le fantôme qu'il pensait réel pour embrasser l'ombre de sa véritable nature. Le massacre d'une centaine de villageois fait passer Geto d'exorciste à maître des fléaux. Quand on revoit ce dernier, le fléau du désespoir qui le possédait laisse la place à un homme nouveau. Il fallait s'y attendre. On parle d'un homme qui avait probablement cherché à s'éloigner de sa véritable haine depuis si longtemps qu'une fois passé à l'acte, lâcher prise prend des airs de liberté. La liberté de ne plus se mentir à soi-même et de plonger délibérément dans les ténèbres. Ne plus se soucier du monde pour ne suivre que sa propre voie, quitte à se mettre l'univers à dos. La haine assumée vient remplacer les cendres d'une morale dépassée. Et bien sûr, c'est au dépourvu de Gojo. Quand les anciens camarades se revoient, les paroles de Gojo se perdent dans l'écart infini qui le sépare désormais de son ami. Quand Gojo apprend les nouveaux plans de Geto, c'est un retournement de situation. Celui qui détestait les arguments moraux se retrouve à en user envers celui qui ne jurait que par les codes des exorcistes. Selon ses propres principes, Gojo devient ici le faible. Le choc est d'autant plus intense pour ce dernier, qui voit ses paroles se retourner contre lui. Gojo n'a jamais été guidé par un idéal supérieur à la hauteur de ses capacités. Et pourtant, voilà que l'élu qui pouvait accomplir l'impossible cherchait à invalider l'idéal d'un homme qui se bat désormais pour un nouveau monde. Pour Geto, l'homme qui lui fait face a désormais tout d'un imposteur. Gojo s'était trompé depuis le commencement, car tout a toujours eu un sens. Éliminer ses fanatiques à ce moment précis aurait eu un sens, car ne pas le faire, on a bien eu un.
Mais lui seul n'avait aucun besoin de se poser une telle question. Et l'ironie tragique, c'est que la chute de Geto était le meilleur moyen pour lui de se rendre compte de ses faiblesses intérieures. Alors désemparé face à son nouvel ennemi, s'il décidait à ce moment d'éliminer Geto, alors それには意味がある。 sa volonté retrouvée et son âme restaurée, le bruit de ses mains symbolisant son traumatisme change de ton. Elle sonne agréable à l'oreille de l'homme désormais en quête de pouvoir. Gojo n'avait pas le cran d'utiliser son immense pouvoir pour construire un monde dépourvu des cadavres de ses camarades, alors lui le fera. Peu importe que son désir soit perçu comme égoïste, les arguments moraux font désormais partie du passé. Comme dirait la citation, « Mal soit mon bien, et bien soit mon mal ». Geto réaffirme sa nouvelle morale aux yeux du monde, et ceux qui s'y opposent en subiront les conséquences. 猿は嫌い。私に従え。それが私の選んだ本音。猿ども。 Le combat entre les forces du bien et du mal se déroule en permanence à l'intérieur de chaque individu. Le côté obscur a toujours eu quelque chose de fascinant. C'est cette force que l'on tente de résorber sans réussir à l'éliminer complètement. Dans la littérature ou les œuvres cinématographiques, les vilains, voire tous les personnages qui se tiennent à la limite de la moralité, captivent très souvent mon attention, et celle de beaucoup d'autres. Si je devais y trouver une explication, je dirais que tout commence à la jeunesse de ces archétypes, là où se crée la figure héroïque comparée à celle du vilain. D'après mes lectures, la différence n'est pas si flagrante en soi. Ces deux entités peuvent très bien passer par les mêmes traumatismes et parcourir un chemin plus ou moins similaire. Mais le diable est dans les détails. Ce qui sépare ces deux figures, c'est bien les choix qu'ils font face à l'adversité, ou plus précisément, la tentation. Nous sommes des êtres d'émotion. Nos choix influencés par ces dernières gouvernent notre quotidien. Par conséquent, il résulte sûrement d'un désir caché de voir des personnages se joindre en opposition à la collectivité, les voir s'opposer fermement à un ordre établi, sans avoir crainte des répercussions. Ils représentent en quelque sorte nos parts d'ombre. Un héros est par définition altruiste, ou tout du moins rechigne à satisfaire son ego. Il choisit de sacrifier sa personne pour le bien commun. A contrario, le vilain ne pense souvent qu'à ses désirs personnels, même lorsqu'il prétend le contraire. Toutefois, dans la vie, rien n'apparaît par magie. Pour bon nombre d'entre nous, nous nous situons entre ces deux figures. Nous ne sommes pas des héros, mais nous pouvons faire preuve d'héroïsme. Et nous ne sommes pas des vilains non plus, même si l'on peut très bien être capable du pire. Nos actes et nos pensées proviennent généralement de nos conditions d'existence. On le voit avec Geto, les circonstances qui l'ont mené à orchestrer l'anéantissement des humains dépourvus d'énergie occulte viennent principalement de cette frustration et colère de devoir subir et réparer les fautes des faibles qu'il devait protéger. Alors si l'on rajoute à ça la perte de ses camarades et l'humiliation qu'il subit aux mains de Toji, la blessure émotionnelle a bien fini par infecter chaque parcelle de Geto. Je m'écarte un moment, car il y a un autre personnage qui rentre dans cette catégorie de vilains. Une sorte d'exorciste lui aussi. Celui que l'on surnomme l'Ange Noir, Shinobu Sensui, du manga de Yoshihiro Togashi, Yu Yu Hakusho. Pour lui aussi, les circonstances de sa chute viennent principalement du traumatisme qu'il subit lorsqu'il contempla de ses yeux le pire de l'humanité. Ex-combattant du monde spirituel, il suivait la lueur d'une morale stricte. Il était persuadé d'agir pour le bien, mais ce qu'il découvrit quand son monde vola en éclats eut des répercussions sans précédent sur sa psyché, ainsi que son univers. Cela porte à croire que la moralité porte aussi un aspect subjectif. On aura beau peindre un Geto ou un Sensui comme un vilain, mais pour eux, ils sont les héros de leur propre histoire. Par leur agissement, ils pensent véritablement être du bon côté. Toute personne avec un esprit rationnel est capable de voir que ses actes, même sous la coupe de la rationalité, sont très loin de l'être. Tuer la moitié d'une population en prétendant vouloir créer un monde plus serein
tout en justifiant ses actes par une prétendue supériorité, n'est pas la solution d'un homme de raison, mais d'un tyran. J'aurais voulu en apprendre un peu plus sur l'enfance de Geto. Plusieurs fois dans l'œuvre, on a pu voir que son attache à ses camarades représentait quelque chose de plus significatif pour lui. C'était véritablement une famille. Il a toujours été compatissant et attentionné envers eux. Et cela me dérange car je ne pense pas que cela puisse être le fruit d'un hasard. Si je m'en tiens à ma propre interprétation, on pourrait très bien imaginer que ses valeurs d'antan et sa forte proximité aux exorcistes aient été conditionnées par son expérience au sein d'un foyer où ce dernier était vu comme un enfant mystérieux. On peut s'imaginer l'attitude des parents, soudain confrontés à un enfant qui prétend voir l'invisible. C'est terrifiant. Dans cette peur, les parents de Geto auraient pu, consciemment ou non, le négliger, lui faire ressentir le poids de sa condition hors du commun. Cette isolation l'a peut-être conduit à s'attacher fortement au seul cercle capable d'accepter son anormalité. Quoi qu'il en soit, cela aurait pu apporter une dimension supplémentaire à sa chute, d'autant plus qu'on parle d'un individu qui n'a même pas laissé ses parents en vie. Mais au final, qui était Geto ? C'était un homme qui a toujours lutté contre la haine qui lorgnait dans les recoins de son esprit. Une rage si insidieuse qu'elle se manifestait par une bienveillance mal placée, que même ses proches pouvaient distinguer. La descente aux enfers qu'il a connue n'a fait que révéler au monde et à lui-même sa véritable identité. En tentant de se détacher des simples humains, il est devenu l'incarnation des vices les plus immondes de l'humanité. Rejet, discrimination et meurtre étaient les nouvelles bases sur lesquelles il tentait de créer son nouveau monde. On peut comprendre Geto sans pour autant cautionner ses actes. L'empathie, ce n'est pas forcément d'adhérer aux paroles ou aux agissements d'autrui, mais savoir reconnaître quelquefois que nous aussi, sous certaines conditions, aurions pu tomber dans ce cercle infernal. Geto, tout comme ces héros qui tombent du côté obscur, représente les failles de la société des exorcistes. C'est à travers sa pensée et ses actions que l'on peut critiquer à juste titre cette institution. Car, malgré tout, Geto reste le produit de son environnement. Mais la voie du chaos est un chemin de mort. L'auteur Scott Fitzgerald disait bien « Montrez-moi un héros, et je vous écrirai une tragédie ». Geto, jusqu'à ses derniers instants, restera attaché à sa haine, de ces humains qu'il méprisait du plus profond de son âme. Et qu'il soit aux portes de la mort, rien ne lui fera émettre un soupçon de regret. Et Gojo, à ses côtés, ne pourra une nouvelle fois rien y faire. À part peut-être abréger ses souffrances, car ici et maintenant, cela aurait finalement du sens. Toute bonne personne peut un jour arpenter le chemin du mal. Néanmoins, c'est à ce fameux carrefour du destin que l'humain pourra choisir vers où diriger son existence, que ce soit dans le bien comme dans le pire. Si vous êtes arrivé à la fin, merci beaucoup d'avoir regardé le 2e épisode du Chapitre Noir. Explorer le personnage de Geto malgré sa faible présence dans l'œuvre était une des choses que je voulais faire depuis la saison 2, mais je pense que j'ai bien fait d'attendre, de digérer le manga avant de me lancer. J'avais aussi hâte de mentionner le personnage de Sensui. Quand je regardais l'animé, les similitudes entre les deux antagonistes m'avaient tellement frappé que je comptais initialement faire une vidéo entière sur les deux. Mais bon, je préfère laisser Sensui pour un autre épisode. En tout cas, encore merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.